Bonjour Boutaina Ben Salem, merci d'être présente ce matin dans la matinale de Média TV. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques et avec vous on va parler ce matin des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Alors, il y a quand même des points de vue qui sont très divergents, puisque le ministre iranien des Affaires étrangères, après les discussions d'hier à Genève, a salué une nouvelle fenêtre d'opportunité, donc après la réunion d'hier. Mais le vice-président américain, J.D. Vance, a souligné, lui, que l'Iran n'est toujours pas prêt à reconnaître les lignes rouges fixées par Donald Trump. On ne parle pas le même langage entre Washington et Téhéran ? Oui, effectivement, il y a beaucoup d'interrogations qui se soulèvent. Beaucoup de chercheurs n'arrivent pas vraiment à voir ce qui se passe vraiment parce qu'on est vraiment dans une situation exceptionnelle. On a à la fois les négociations qui se passent à Genève et en même temps, on a toute une armada militaire qui est déplacée par les États-Unis vers l'Iran pour lui faire pression. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le ministre des Affaires étrangères iranien, il a dit, il a annoncé que les deux côtés se sont mis d'accord pour des principes directeurs, c'est-à-dire qu'il y a un cadre sur lequel ils ont travaillé. Il faut savoir que les Iraniens veulent bien négocier sur leur programme nucléaire à condition qu'on leur enlève certaines sanctions afin de leur permettre de respirer économiquement, mais ils ont eux aussi des lignes rouges qu'ils ne peuvent pas accepter, notamment leur programme de missiles balistiques. Alors, d'un autre côté, le vice-président américain est connu pour ses positions un peu hard ou hawkish, comme on dit en anglais. Donc, ils veulent avoir plus. Donc là, on est vraiment en pleine négociation. Alors, on essaye de faire pression, on essaye d'obtenir le plus. Il y a tout un langage de communication aussi pour une guerre un peu psychologique pour obtenir le plus. Donc, c'est ce qui fait qu'on a souvent ces déclarations qui sont un peu contradictoires. D'un côté rassurantes, d'un autre côté contradictoires, mais c'est aussi une politique de communication parce que les Iraniens veulent montrer qu'ils sont là pour négocier, ils avancent, c'est positif, et que s'il y a un problème, ce n'est pas vraiment eux. Oui, il y a évidemment ce qu'on voit et il y a aussi ce qu'on ne voit pas, puisque selon certaines informations, les Iraniens seraient arrivés à la table des négociations avec des propositions pour des accords pétroliers et gaziers. Il y aurait même un accord minier qui serait envisagé par Téhéran, et y compris des achats d'avions et des achats immédiats, c'est-à-dire pas de dire d'ici 3 ans on va vous acheter tant d'avions, non, c'est tout de suite on met l'argent sur la table et on achète les avions. Est-ce que ça signifie que Téhéran a compris, ou en tout cas les dirigeants iraniens ont compris que Donald Trump est un businessman et qu'il faut lui parler business pour essayer de trouver un accord ? Oui, clairement, hein, c'est des grands négociateurs, donc ils ont compris que négocier un pack de deals qui concerne le gaz, le pétrole, les minerais rares et permettre aux entreprises américaines d'en profiter, comme vous l'avez bien souligné, dans l'immédiat, c'est un deal très intéressant pour le président américain. Et puis ça montre qu'ils ne sont pas vraiment fermés, qu'ils veulent ouvrir le pays, mais à certaines conditions. Oui, alors on se doute bien que le pétrole iranien, le gaz ou alors les minerais, on se doute bien aussi que vendre des avions, ça pourrait intéresser Donald Trump. Mais est-ce que si jamais Donald Trump devait dire OK, deal, on peut évidemment aller dans ce sens et puis on trouve un accord et tout va bien, est-ce que le président américain n'apparaîtrait pas comme quelqu'un finalement qu'on peut acheter économiquement, bien entendu ? Eh bien, Donald Trump a toujours fait des deals, hein. On sait ce qui s'est passé au Venezuela, hein. C'est un peu comme une politique impérialiste. J'ai un intérêt dans un certain pays, je ramène des bateaux, je fais pression et puis j'obtiens ce qu'on veut. C'était comme ça, hein. Ça se passait comme ça au 19e siècle. C'est ce qu'on appelle gunboat policy, c'est-à-dire que bon, je mets une pression militaire. Alors pour les Iraniens, c'est une pression militaire, c'est une pression économique, c'est une pression diplomatique, mais il faut savoir aussi que le
président américain a aussi des pressions. Il a la pression de ses alliés qui ne veulent pas une guerre qui va ravager l'environnement. Il a des pressions d'Israël qui veut absolument enlever à l'Iran ses armes dissuasives. Et puis, il a aussi ses propres pressions au sein des États-Unis. Il y a les élections qui arrivent, il y a beaucoup de choses. Donc, le deal économique est très intéressant. Et si l'Iran arrive à faire des concessions, elle a déjà fait des concessions en ce qui concerne le programme nucléaire. Ce qui reste assez difficile, c'est le programme des missiles, qui est une ligne rouge pour l'Iran. Oui. Alors, il y a eu des postures politiques jusqu'ici, depuis même de nombreuses années, depuis les années 70, fin des années 70. Du point de vue iranien, les États-Unis, c'est le grand Satan. Là, maintenant, c'est terminé, on n'en parle plus. Alors, ce qui est très drôle en ce qui concerne le côté iranien, c'est que ce programme nucléaire, il a été possible en Iran grâce aux États-Unis du temps du Shah. Hein. En 1957, les États-Unis ont conclu un accord avec le Shah pour construire le programme nucléaire civil. Hein. Les Iraniens avaient au début un programme nucléaire civil. Ce n'est qu'après qu'il s'est développé en un programme militaire. Maintenant, ils veulent le garder, mais ils veulent garder le nucléaire pour le civil, ce qui est un droit vu les conditions climatiques, vu les problèmes qu'ils ont aussi. Alors, c'est vrai que la révolution iranienne s'est construite avec l'idée que les États-Unis, c'est un ennemi. Les États-Unis ont toujours voulu bouleverser l'Iran ou porter atteinte à l'Iran. C'est ce que d'ailleurs Khamenei a dit dernièrement dans son discours, hein, qui est assez intéressant. Mais il faut savoir aussi que l'Iran a cette histoire derrière lui où les forces étrangères ont toujours cherché à le déstabiliser. C'était l'Angleterre, puis après les États-Unis. Et donc, il y a quand même il y a quand même cette histoire qui est là et qui fait que la population se méfie des interventions étrangères et des États-Unis. Oui. Le fils du Shah d'Iran fait feu de tout bois en ce moment pour essayer de convaincre à la fois la diaspora iranienne, les opposants qui sont à l'étranger, mais aussi les dirigeants à Washington, qu'il faut renverser ce régime des mollahs. Il a de moins en moins de poids. Eh bien, il a voulu surfer vraiment sur la crise interne, parce que l'Iran connaît une grave crise interne. Même le pouvoir, vu qu'il a eu une politique de pression envers sa population pendant longtemps, il est en position fragile, mais pas fragile au point d'être renversé facilement par la population. Donc, le Shah d'Iran essaye de convaincre ses alliés, d'intervenir, mais ces interventions ont été quelquefois maladroites. Quand il a appelé à une attaque militaire contre sa propre population, ce qui n'a pas été très apprécié par les Iraniens en Iran. Il bénéficie d'un certain soutien des Iraniens dans la diaspora, mais c'est un homme qui a vécu toute sa vie à l'étranger, qui ne connaît pas, qui n'a pas vécu en Iran, et sa légitimité est très contestable. Alors, s'il veut arriver sur des canons et des fusils étrangers, je ne crois pas qu'il fera long feu en Iran. Oui. Sinon, globalement, sur la poursuite des discussions, les deux parties, c'est-à-dire les États-Unis et l'Iran, ont dit oui, on va continuer à discuter. Ça pourrait prendre quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas des années. Chacun veut aller vite, mais personne n'est pressé de signer le premier, c'est ça ? Par rapport aux Iraniens, ils veulent gagner du temps. Ils savent qu'ils sont dans une période assez difficile, vu une fragilité interne, vu la situation externe. Ils essaient aussi de faire passer des messages. Hein. Dernièrement, ils ont fait des exercices militaires dans le détroit d'Ormuz, hein, pour montrer quand même que
Ils sont prêts à tout pour se défendre. Ils ont menacé à ce que s'il y a une attaque, ça va déborder sur toute la région. Mais pour eux, le temps est un grand allié. Donc s'ils arrivent à gagner du temps et en attendant que la situation s'apaise et de négocier les choses petit à petit, ça sera à leur avantage. Et c'est des grands négociateurs de toute façon. Alors pour les États-Unis, la situation est un peu différente parce qu'ils étaient en train de négocier avec l'Ukraine et avec l'Iran en même temps, donc c'est pour ça qu'on n'a pas assez d'informations de leur part. Mais quand même, la présence militaire est assez inquiétante et c'est ce qui fait que toutes les options sont ouvertes. Alors si les deux, mais je dirais que ce n'est ni dans l'intérêt des États-Unis, ni dans l'intérêt de l'Iran, ni dans l'intérêt de l'allié des États-Unis qui est Israël et qui pousse aussi vers un certain type de conflit avec l'Iran, il n'est pas dans leur intérêt d'avoir une guerre dans la région. Merci beaucoup, Boutaina Bensalem, d'avoir été en direct avec nous sur Média TV, particulièrement dans cette matinale. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques. Merci encore et excellente journée à vous.